Invité d'exception ce soir, Jean-Yves Le Drian, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravie de vous recevoir ce soir pour parler de cette situation explosive au Proche-Orient. Nous sommes toujours avec David Benaïm, Pierre Servan, Liseron Boudoul. Avant d'entendre votre parole précieuse, Jean-Yves Le Drian, on a eu cette réaction des pays arabes, une condamnation ferme des pays arabes. Est-ce que vous pensez que ces pays-là vont tout de même décider d'aider Israël comme ils l'ont fait lors de la dernière riposte iranienne ? La réaction des pays arabes ne m'étonne pas. C'est une affirmation que l'on avait l'habitude d'entendre dans ce type de situation. Ils ont pris une position contre l'intervention d'Israël et en raison du contexte général de la situation, en particulier à Gaza, c'est une réaction qui était attendue. Au-delà de ça, moi j'ai quand même le sentiment que lorsque c'est l'intégrité de l'État Israël qui est en cause, la solidarité qu'on avait pu constater antérieurement dans d'autres circonstances, mais qui sont relativement récentes, il y avait eu des facilités, en particulier aériennes, qui avaient été données par les pays voisins. Tout me laisse à penser que ce sera la même chose cette fois-ci. Est-ce que vous vous attendiez à ce que les Israéliens décident de frapper l'Iran ? C'est vrai qu'on avait vu ce processus diplomatique se mettre en place sous l'égide de Donald Trump, mais également du format E3 avec des Européens qui se sont greffés à ce projet diplomatique. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'ils y aillent du jour au lendemain ? Ça fait de nombreuses années qu'il y a un consensus international pour empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire. De nombreuses années. Ça a commencé depuis les années 90 où l'on suspectait, et avec raison, l'Iran d'utiliser son programme nucléaire civil pour préparer l'accès à l'arme atomique. Pourquoi est-ce qu'il y avait ce consensus international ? Parce que il y avait la crainte, justifiée, toujours justifiée, que l'accès à l'arme nucléaire de l'Iran entraîne un foisonnement des disciples, des acteurs à côté qui veulent aussi rivaliser avec l'Iran et se doter de l'arme nucléaire, et donc des risques d'une conflagration plus importante, avec des acteurs qui pourraient confondre l'arme nucléaire, qui est une arme de dissuasion, avec une arme de combat. Et puis il y avait aussi ce refus de l'accès de l'Iran à l'arme nucléaire, parce que l'arme nucléaire iranienne, elle est centrée, visée sur Israël, puisque l'objectif de l'Iran est l'éradication de cet État. Donc il y avait ce consensus qui a abouti, après beaucoup de discussions, à un accord en 2015, où vous l'avez dit, le président de la République l'a rappelé tout à l'heure, les Européens avaient toute leur part, y compris la France. Accord en 2015 qui s'appelle, c'est un acronyme JCPOA, peu importe le nom, mais qui établissait des règles permettant de limiter les possibilités d'accès de l'Iran à l'arme nucléaire. Qu'il s'agisse de limiter les capacités d'enrichissement de l'uranium, qu'il s'agisse de limiter la production de plutonium, qu'il s'agisse aussi de limiter les stockages, et qu'il s'agisse aussi de permettre le contrôle de la mise en œuvre de ces contraintes. Et cet accord avait été validé par l'ensemble des États faisant partie de la discussion, y compris par la Chine, y compris par la Russie, y compris par les États-Unis. Et les Européens avaient eu dans cette affaire un rôle extrêmement important de connaissance, d'assistance technique, d'anticipation des complications. Et ce traité avait été mis en œuvre en échange de la levée des sanctions. Et ça commençait à se faire entre 2015 et 2018. Et les Iraniens en étaient très heureux. Et les Iraniens en étaient très heureux, et ça marchait. Ça marchait, c'était contrôlé. Et je crois que l'AIEA avait les portes ouvertes pour le faire. Et puis en 2018, le président Trump a changé de posture. Il a estimé que les dispositifs qui avaient été validés en 2015, qui avaient été aussi validés par le Conseil de sécurité des Nations Unies, donc la communauté internationale, comme l'on dit, eh bien, ils estimaient que cet accord était insuffisant, donc il s'en est retiré. Et du coup, l'ensemble des mesures d'allègement de sanctions n'a pas pu se mettre en œuvre. Il a durci les sanctions américaines et parallèlement, l'Iran a continué à faire en sorte d'avoir les capacités d'enrichissement lui permettant d'accéder à l'arme nucléaire rapidement. Il a changé, Trump.
il était sur l'exigence de renforcement et de durcissement en 2018, et là, il était sur la négociation. Et il est toujours, a priori, sur la négociation. Et donc, entre ces deux dates, les Iraniens ont continué à se renforcer, à mentir sur leurs propres capacités, à tel point que l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est l'agence de régulation et de vérification, a dit hier que les Iraniens n'étaient pas au rendez-vous et qu'ils étaient en situation de produire l'arme nucléaire rapidement. Voilà quel est le contexte. Maintenant, il est souhaitable, après cette opération, cette intervention, qu'on puisse se retrouver autour d'une table pour aboutir à un accord politique, parce qu'il faudra bien un accord politique à la fin de l'histoire. Alors on verra si on y arrive, mais de nouvelles explosions viennent de retentir dans le ciel de Tel Aviv. Hillel, vous êtes toujours avec nous. Vous avez entendu l'alarme à l'instant. Okay. Oui, l'alarme a sonné dans tout le pays. Je vous avoue, voilà, j'ai de la famille un peu partout dans le pays, et puis on a, vous savez, des notifications sur nos téléphones, et donc nos téléphones ont tous sonné, disant voilà que ça sonne, que ce soit en banlieue Tel Aviv, plus loin dans le nord, dans des localités, voilà, à Jérusalem, que ce soit à Haïfa, à Netanya, enfin voilà, jusqu'à même Eilat, qui est l'extrémité sud du pays. Donc c'est vraiment tout le pays qui est touché, et donc voilà. L'Iran a également annoncé avoir frappé 2 avions militaires israéliens. David Benaïm, vous me montriez la carte des alertes que vous recevez également en direct, puisque vous êtes notre correspondant TF1 LCI sur place. Et là, tout le territoire est frappé à l'instant. Tout le territoire de Haïfa au sud du pays, en passant par le centre, par Jérusalem, tous les habitants sont invités à rester dans les abris. Donc depuis la première vague, maintenant la deuxième vague, la seconde vague, ils sont invités à rester dans les abris. Je peux vous dire qu'il y a un niveau de stress qui a jamais été atteint en Israël, parce que lors des premières et secondes ripostes de l'Iran sur Israël, ça n'avait pas duré si longtemps que ça. Au bout de 25 minutes, les gens avaient pu rentrer chez eux et il s'était pas passé grand-chose. Là, on a vraiment des rapports d'explosion de blessés. Le Magen David Adom, qui sont les secours sur place, l'équivalent de la Croix-Rouge en Israël, rapporte déjà qu'il y a des blessés à Ramat Gan, dans le centre d'Israël. Donc il y a vraiment un état d'urgence. Il y a les hôpitaux israéliens qui ont prévu de mettre en sous-sol, en parking, qui ont prévu des lits supplémentaires en sous-sol pour pouvoir permettre aux habitants qui seraient blessés de venir se faire soigner, et de se faire soigner également dans une situation où les missiles continueraient de tomber. Donc c'est vraiment une situation d'extrême urgence qu'on n'a pas vu encore en Israël jusqu'à présent. Jean-Yves Le Drian, est-ce que vous tenez responsable Donald Trump de tout cela ? Vous l'avez dit, il a claqué la porte en 2015, il y aurait pu avoir un accord sur le nucléaire iranien. Est-ce que c'est Donald Trump ou est-ce que c'est les Iraniens qui sont responsables ? Je ne vais pas mettre la responsabilité sur Donald Trump de ce qui se passe. Ce sont les Iraniens qui ont décidé, avec beaucoup de continuité, de se doter de l'arme nucléaire. Et ce sont les Iraniens qui, aujourd'hui, font des déclarations apocalyptiques sur la manière dont ils veulent traiter Israël. Il y a eu un changement de posture en 2018, je le constate. Et il est vraisemblable que la situation aurait évolué autrement. Ça n'a pas été le cas, et aujourd'hui, c'est le président Trump qui renoue avec la négociation, puisqu'il doit y avoir, normalement, dimanche, la 6e rencontre de négociation entre les Iraniens et les Américains au Sultanat d'Oman. La 6e, ils ont donc engagé cette négociation, un peu, à mon avis, contre l'avis ou sans demander l'avis aux Israéliens, estimant qu'il faut trouver là une sortie et sans doute une victoire diplomatique. En tout cas, c'est comme ça que le président Trump donnait ses explications, avec sans doute, à un moment donné, des percées. Ça a peut-être failli aboutir. Il y avait un sujet, d'après ce que je crois comprendre, sur le niveau de matière d'uranium enrichi disponible pour les Iraniens, et de quelle manière il allait être rendu disponible ou pas. On était sur ce type de négociation. Donc ça pouvait aboutir. Et peut-être que demain, ça va réaboutir. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Oui, parce que c'est pas incompatible, que cela continue en même temps que les frappes continuent. On va voir. Je pense que le Premier ministre Netanyahou a essayé de doubler l'initiative de Trump. Enfin, ça apparaît comme cela. J'ai remarqué, comme tout le monde, avec combien de précautions le président Trump a pu expliquer qu'il n'était pas à l'origine, et en quoi que ce soit partenaire de ce qui s'était passé. Parce que lui, il a une vision qui est celle de la négociation. C'est sa vision à lui. Je pense que le fait de négocier un accord de paix est aujourd'hui une nécessité, par contre. Oui, mais ce soir, Netanyahou, il coupe l'herbe sous le pied de tous les plans diplomatiques, y compris la conférence que Macron et l'Arabie Saoudite voulaient organiser la semaine prochaine. C'est la réalité de l'actualité qui empêche la tenue de cette conférence. On ne peut
pas tenir une conférence de ce type alors qu'on est en situation de guerre. Nous sommes en situation de guerre. Certes. Donc il ne faut pas non plus tout mélanger à mon avis. Pierre Servan. Alors, le président Trump porte une responsabilité importante, comme l'a dit Jean-Yves Le Drian, mais notamment parce qu'en 2018, il avait invoqué un vrai sujet qui était la problématique des porteurs, des fusées elles-mêmes qui n'avaient pas été complètement prises en compte dans le traité de 2015. Et la France, le président Macron, était assez allant, avait fait des propositions pour voir comment on pouvait améliorer l'accord de 2015, je parle sous votre contrôle, pour intégrer cette donnée, parce qu'effectivement, les Iraniens développaient, acceptaient, comment dirais-je, de se contenir et de respecter l'accord sur le nucléaire, mais ils continuaient à développer des vecteurs de plus en plus importants. Donc la question était une question réelle, mais le président Trump a préféré tout déchirer. Et dans les dernières négociations, là aussi, j'ai pu avoir quelques échos comme vous, cher Jean-Yves, on avait plutôt l'impression que le président Trump était en dessous de ce qui avait été négocié en 2015, ce qui est quand même un paradoxe absolument terrible. C'est un paradoxe. Et là, pour revenir aux frappes, moi j'étais convaincu que Netanyahou aurait pu frapper l'année dernière. C'est-à-dire, il avait une séquence militaire absolument incroyable. Le Hamas en partie, le Hezbollah avec des opérations quand même incroyables. Et je pensais que derrière, il irait jusqu'au bout, à savoir frapper l'Iran. Bon, il ne l'a pas fait. Est-ce qu'il y avait déjà des contacts avec la présidence Trump qui pensait, comment dirais-je, déjà peut-être à son futur prix Nobel de la paix s'il était élu? Enfin, toujours est-il qu'il ne l'a pas fait. Il le fait aujourd'hui. Je ne suis pas certain que la menace nucléaire iranienne soit franchement radicalement différente aujourd'hui de la fin de l'année dernière. Voilà, maintenant il va jusqu'au bout et la question, vous l'avez posée tout à l'heure, c'est est-ce que ça peut conduire, même si l'ambassadeur d'Israël dit que ce n'est pas l'objectif d'Israël, est-ce que ce régime, cette théocratie effroyable, peut s'effondrer à la suite de ce que les Israéliens ont fait? On va retourner voir Hillel de Almeida, qui est habitant de Tel Aviv. Hillel, vous êtes avec vos voisins, notamment dans l'abri. Est-ce que vous pouvez nous montrer ce qu'il se passe autour de vous? Bien sûr. Alors voilà, je vais vous mettre comme ça. Donc vous voyez, on est tous dans un abri qui est situé chez moi. C'est plutôt des amis qui étaient venus pour dîner et donc nous sommes là. En plus même avec un petit nourrisson. Donc c'est pas une situation très confortable. C'est pas non plus agréable, on va dire, mais donc on attend de nouvelles instructions et puis on prend notre mal en patience. Je vous avoue que voilà, j'ai un de mes amis qui a ma sœur au téléphone aussi également, qui est de l'autre côté du pays, qui est enceinte et qui se retrouve toute seule chez elle ce soir. Heureusement dans un abri. Son mari étant mobilisé, donc voilà. On essaye tous de garder le plus grand calme. Est-ce qu'il y a une crainte du fait que ce soit l'Iran ce soir qui frappe, que ce ne soit pas les proxys iraniens, mais que ce soit bel et bien l'Iran? Est-ce qu'il y a une crainte d'autant plus forte en Israël ce soir? Bien évidemment qu'il y a une crainte. On parle ici d'un État. C'est un État qui a vraiment des moyens qui sont beaucoup plus importants que ce que pourrait être le Hamas ou le Hezbollah. Et puis on parle aussi d'un État qui essaye d'avoir la bombe atomique depuis tant d'années. Donc notre crainte est plus grande. Nous savons aussi que si Israël a réussi à attaquer en amont et à avoir du moins détruit certaines capacités iraniennes ces dernières 24 heures et avoir éliminé plusieurs hauts dirigeants iraniens, c'était en prévention justement d'une attaque beaucoup plus importante. Donc on est aussi un peu serein de ce côté-là, mais oui, un peu inquiet également des moyens que l'Iran pourrait mettre en place afin de répondre, d'attaquer Israël, chose que de toute façon ils disent, nous savons tous, ici qu'ils disent qu'ils aimeraient du moins réduire Israël en charpie, que l'Occident et les États-Unis sont le grand Satan qu'ils aimeraient vouloir détruire. Aujourd'hui, j'ai entendu dire qu'ils avaient levé un drapeau rouge du djihad afin d'appeler à un djihad mondial et à une vengeance mondiale de ces attaques. Donc voilà.
Merci Hillel, on reviendra vous voir tout au long de cette soirée. David Benaïm, que voit-on sur ces images à l'instant? Alors il y a un appartement, il y a un building à Tel Aviv qui est en flammes. Là on voit, c'est au cœur de Tel Aviv, il y a eu beaucoup d'interventions du Magen David Adom, des pompiers, de Hatzalat qui est une autre organisation de secours qui sont sur place. On parle déjà d'au moins 7 blessés, dont 2 graves. On attend d'avoir davantage d'informations. Mais ça, c'est un bâtiment neuf qui est dans le centre de Tel Aviv, apparemment autour de la Kiria. Et on attend d'avoir davantage d'informations. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une deuxième vague de missiles qui est en cours d'interception et que tout le pays est en état d'alerte, de Haïfa, Jérusalem, Tel Aviv et même dans le sud, dans le Negev. Donc on est vraiment dans une situation d'extrême urgence. On va justement regarder cette séquence avec cette interception de missiles dans le ciel de Tel Aviv. 3-2. Et là, on voit bien, c'est le quartier du centre de Tel Aviv. On voyait la tour de contrôle de la Kiria, qui est le cœur de l'armée israélienne où ils se réunissent, là où il y a toutes les états-majors qui sont pour se réunir. L'antenne bleue que vous voyez sur ces images avec le missile qui tombe ou le débris de missile qui tombe, c'est le cœur de la Kiria. Jean-Yves Le Drian, quand vous voyez ces images, est-ce que vous pensez que l'état des proxys, les proxys, qu'ils soient au Liban, qu'ils soient notamment au Yémen, est-ce qu'ils sont en capacité de riposter en même temps que l'Iran? Est-ce que vous pensez qu'ils vont le faire? Je crois que les proxys ont été quand même très sérieusement diminués au cours des derniers mois. Et je ne vois pas aujourd'hui une capacité de riposte sérieuse de la part des proxys, au moins en fonction des informations que j'ai. Il y a eu le Hamas, dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui est quand même sérieusement amoindri. Il y a eu les attaques menées contre les Houthis qui ont limité considérablement leur capacité de riposte, encore qu'elles soient encore en partie opérationnelles. Et le Hezbollah a subi beaucoup de difficultés et ils sont néanmoins liés à l'identité libanaise. Et j'ai observé avec intérêt que le président du Liban avait aujourd'hui rappelé à les Libanais à la modération et à l'intégrité territoriale. Donc je ne crois pas que les risques viennent des proxys. Je pense que les risques viennent directement de la capacité de l'Iran à frapper. Et il y a l'interrogation sur la réalité des capacités militaires de l'Iran. Sur lesquels il y a des discussions. Ont-ils les moyens de frapper durement sur la durée? Je ne sais pas. Est-ce qu'elles ont été minimisées? Est-ce qu'ils ont la volonté d'agir uniquement sur Israël ou de faire autre chose, par exemple sur le détroit d'Ormuz ou par exemple sur des bases américaines ailleurs? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que nous sommes en guerre et qu'il y a une situation à haut risque dont il faut vraiment mesurer toutes les étapes avec beaucoup de vigilance et en même temps beaucoup de sang-froid. Vous dites nous sommes en guerre, vous incluez la France? Nous sommes en guerre là, c'est une guerre. Non, la France n'est pas en guerre, mais nous sommes en guerre là. Quand vous avez vu le travail de l'AIEA, est-ce que vous pensez, de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, est-ce qu'il y a eu une sorte, une volonté de minimiser l'AIEA? Oui. Je ne crois pas. Ce qu'il s'est passé en Iran. C'est-à-dire que les Israéliens vous disent très concrètement qu'il y avait un seuil, qu'ils pouvaient produire 15 bombes. Est-ce que l'AIEA a pu faire son travail du fait que l'Iran cachait ses infrastructures? L'AIEA a déclaré hier qu'elle n'était plus en situation de faire et de contrôler. Et elle a déclaré à chaque instance, à chaque épisode, à chaque séquence, ce qu'elle percevait, ce qu'elle était empêchée de voir et ses hypothèses sur la capacité de l'Iran à accéder à l'arme nucléaire. Je pense que l'AIEA a rempli son travail, avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de frictions avec les autorités iraniennes, jusqu'à ce rapport d'hier, qui a valu un vote de ce qu'on appelle les gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui a voté contre les dispositions prises par l'Iran, qui ont voté contre l'Iran, au moment où l'Iran même annonçait qu'elle allait se renforcer dans l'enrichissement et qu'elle allait créer une autre centrale d'enrichissement avec de nouvelles centrifugeuses. Bref, je trouve qu'ils ont rempli leur job. Pierre Servan. Oui, je partage parfaitement ce point de vue. Et la question qu'on peut se poser par rapport à le jour d'après, qu'est-ce qui va se passer? Moi, la question que j'ai, c'est où est le pouvoir iranien aujourd'hui?
Ils portent de quel côté ? Parce qu'on voit qu'il y avait des négociateurs à Oman, ils avaient même abordé la question de la possibilité que ce soit des pays tiers par rapport au nucléaire civil qui le produisent. Enfin, il y avait de la créativité, entre guillemets. C'était bon. Et par ailleurs, ils avançaient sur le programme nucléaire. Et donc là, après les décapitations, parce que c'est quand même assez sérieux ce qui s'est passé, du côté des gardiens de la Révolution, du haut état-major, du grand responsable de tout le programme balistique, et ses pairs, ses officiers les plus proches ont été détruits. Et donc la question, c'est ce régime détesté par la population qui ne tient que par la violence et la force, de quel côté il va tomber ? Est-ce que les gardiens de la Révolution, qui sont une puissance économique, politique et militaire, vont prendre complètement le pouvoir ? Ou au contraire, est-ce qu'ils vont être défaits ? Est-ce qu'ils vont anticiper éventuellement le fait que les Américains pourraient s'impliquer, même si Trump est à la remorque aujourd'hui de Benjamin Netanyahou ? Enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent sur qui est aux manettes en Iran aujourd'hui. Justement, posons la question à Mona Jafarian, puisque vous êtes iranienne, vous êtes cofondatrice du collectif Femmes Yazidis. Quels sont les échos que vous avez depuis l'Iran, Mona ? Alors c'est très compliqué encore puisque la population est encore sous le choc de cette nuit passée. Les sentiments sont mitigés. Alors il y a bien évidemment de la peur parce qu'on sait que c'est une guerre, qu'on est parti pour certainement des ripostes de plus en plus fortes de la part de la République islamique et qui seront aussi suivies de ripostes de la part d'Israël. Et il y a quand même une joie de voir tous ces membres des gardiens de la révolution islamique être éliminés les uns après les autres. D'ailleurs, pour exemple, une des mères de victimes du vol PS-752, puisque les gardiens de la révolution avaient lancé un missile contre un vol civil faisant plus de 170 victimes, eh bien la mère d'une des victimes a tweeté aujourd'hui pour dire que elle avait pu prendre sa vengeance du meurtrier de sa fille. Et c'est un peu le sentiment de la population, c'est de dire que le plus grand ennemi est intérieur pour nous les Iraniens et que ceux qui ont fait verser le sang de dizaines de milliers d'Iraniens sont effectivement Khomeini et les gardiens de la révolution. Moi, j'ai parlé tout à l'heure avec une Iranienne. C'est compliqué, les communications, parce que le régime... Internet a été coupé pendant un certain temps. Oui, et puis le régime a coupé même WhatsApp dans certaines régions. Donc voilà, ça fait partie des réactions normales. Mais là, même quand on a un VPN, pour contourner Internet, apparemment, c'est compliqué aujourd'hui aussi. Oui, ils ont déclenché les brouilleurs, non ? Ils ont déclenché les brouilleurs, voilà. Donc c'est très compliqué d'avoir des communications. Moi, j'ai quand même pu parler à une Iranienne qui m'a dit, mais cette nuit, on était à Téhéran, derrière notre fenêtre, et on regardait, parce qu'il y a eu quand même des éclats qui étaient visibles, et on souriait, quoi. On se disait, peut-être que ça va être le moment. Et en même temps, elle m'a dit, on est quand même très, très inquiets. Parce qu'on ne sait pas quelle va être la réaction des ultras religieux. Et quel va être le taux de répression. Et puis ils se sentent déjà tellement surveillés partout. C'est même compliqué de parler à des gens. Ils vous disent, je ne peux plus te parler parce que peut-être qu'on m'écoute. Et c'est intéressant de voir que les groupes Telegram en farsi, perse, arrivent à communiquer, malgré les directives de l'Iran de ne pas communiquer les images des impacts sur Téhéran, etc. Ils arrivent quand même à les envoyer. Et une autre information qui est intéressante, c'est de voir l'amitié qu'il y a entre les Israéliens et le peuple iranien. Et notamment un compte Twitter d'Israël en farsi, en perse, qui a plus de 500 000 followers et qui ne cible pas évidemment les Israéliens et qui cible vraiment cette population. Il y a une vraie volonté de rapprochement de ces deux peuples. Oui. Et en même temps, elle me dit, juste je termine, en même temps elle me disait, cette personne, on est heureux, mais on sait très bien qu'on ne pourra pas faire tomber le régime des mollahs sans une aide étrangère. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Yves Le Drian ? La société iranienne est très divisée, c'est sûr. Et on l'a vu lors des grandes manifestations de soutien à Madame Amini lorsqu'elle a été assassinée. C'est les jeunes qui se sont mobilisés dans la rue, il y a eu des fractions très fortes, cet humus sociétal-là est très présent. Après, il y a l'autoritarisme, la quasi-dictature des gardiens de la Révolution et du Guide suprême, mais aux dernières élections, on a vu l'arrivée d'un président réformateur, Pezeshkian, qui a annoncé, lorsqu'il est allé
à l'Assemblée générale des Nations Unies, c'était en septembre de l'année dernière, qu'il était prêt à négocier, qu'il était prêt à ouvrir, que c'était ça sa posture. A-t-il la capacité de le faire? Je ne sais pas, parce que cette société est à la fois divisée, mais extrêmement opaque dans son fonctionnement, et c'est très difficile à imaginer. Mais c'est une hypothèse qui est plausible. Je ne dirais pas la même chose sur la Russie, mais sur l'Iran, je dis que l'hypothèse est plausible. Oui, mais il y a quand même toute une partie de la population qui supporte toujours le régime religieux. Hein. Oui, bien sûr. Mais elle n'est pas homogène. Sauf qu'au moment où elle vote, cette population, elle vote pour des réformateurs. Oui, c'est vrai. Alors, moi, j'aimerais juste apporter quelques précisions. Moi, je trouve que la société iranienne, au contraire, n'est absolument pas divisée, puisqu'aujourd'hui, on estime qu'il y a entre 8 et 9 Iraniens sur 10 qui sont opposés au régime. Donc, on a vraiment un peuple iranien et une force d'occupation qui ne tient que par la répression et ses tentacules terroristes. Ce qui est des élections, je ne parlerai d'élections quand il y aura une démocratie, puisqu'on sait très bien que c'est une mascarade absolue et que il n'y a ni réformateur ni conservateur. Le guide suprême détient 80% des pouvoirs en Iran. Pezeshkian, que vous preniez comme exemple de réformateur, faisait partie des gardiens de la révolution islamique, et dès lors où il a pris la présidence, eh bien, le nombre de pendus a doublé, la répression n'a pas cessé. Donc, si vous voulez, on a des pantins qui sont interchangeables aux ordres de Khomeini et des gardiens de la révolution, mais ce mythe du réformateur et du conservateur n'a plus lieu d'être. Je pense qu'on est arrivé à un stade où tout le monde sait très bien que ce régime n'est pas réformable et qu'on n'a que des pions. Je n'ai pas d'accord. Je vous respecte complètement. Vous connaissez certainement mieux que moi la situation iranienne, d'autant plus que j'ai dit tout à l'heure que c'était tout à fait opaque pour un observateur étranger, même pour nos propres représentants occidentaux dans le pays. Ce que je fais simplement remarquer, c'est qu'à un certain moment, il y a eu des acteurs iraniens qui ont été favorables à une négociation sur le nucléaire. Tout à fait. C'est comme ça. Et contre l'avis du guide suprême, avec des divergences internes profondes. Ça, c'est une réalité. Que vous le vouliez ou non, y compris Pezeshkian qui était favorable. Je pense aussi à Rouhani. Ça a eu lieu. Bon, ça n'a pas abouti, mais ça a eu lieu. D'autre part, il y a eu des mouvements internes que vous connaissez bien, qui ont montré la force de la jeunesse face à un régime oppressant et oppressif. Bref, ça existe. Il y a donc des forces dans ce pays qui peuvent, à mon avis, permettre demain du changement. Est-ce que cette opération des Israéliens, Joshua Zarka nous disait que ça va durer certainement quelques semaines, est-ce qu'elle peut se continuer sans l'appui des Américains, Pierre Servan? J'en suis pas sûr. Vraiment, là, encore une fois, c'est 100% israélien, d'après ce que je comprends. Ils peuvent poursuivre, mais s'ils s'installent vraiment dans le temps, ils ont besoin du renouvellement d'un certain nombre de bombes guidées laser, de bombes lourdes, etc. Et s'ils veulent... De ravitailleurs également. Ravitailleurs, sauf que là, visiblement, ils ont pas eu besoin, avec leurs propres moyens, avec le propre ravitailleur. Et à partir du moment où vous les avez, les ravitailleurs, là, c'est quand même un raid aérien absolument massif, parce que on s'inquiète à juste titre pour les frappes sur les civils en Israël, mais rien n'a arrêté les 300 frappes israéliennes. C'est rentré comme dans du beurre dans le territoire iranien. Alors, pour répondre à votre question, je sais, sur une certaine longueur, les Américains vont être obligés quand même de s'aligner et de les aider. La question, encore une fois, c'est les fameuses véritables bombes anti-bunker américaines qui sont les seules capables de descendre très profond et de vraiment défoncer le programme nucléaire. Avec un problème avancé par le patron de l'AIEA, qui est les risques de radiation, de pulvérisation en quelque sorte de matière radioactive. Pour l'instant, l'AIEA a dit qu'il n'y en avait pas. Tout à fait. Mais ce qui va dans le sens de ce que je crois, à savoir que je suis pas certain que les bases tournées vers le nucléaire aient été profondément touchées. Il est certain que les infrastructures extérieures ont été touchées, que certainement les entrées, parce que la base, elle a beau être enterrée, il faut quand même bien rentrer dedans, si vous voulez. Donc vous avez quand même des rampes d'accès, etc. Donc il est certain que ça a dû être touché. Et donc c'est vraiment la question des jours qui vient. Comment Trump va peser en se rendant compte qu'il paye le prix du fait d'avoir... je ne vais pas dire mépriser Benjamin Netanyahou, mais enfin de l'avoir traité un peu par-dessus la jambe, ce qui est quand même le style de Trump. Est-ce que là, il va comprendre qu'il y a peut-être une opportunité, Téhéran ayant pris un sérieux coup derrière la nuque, de remettre la diplomatie là-dessus? Je ne sais pas. Je ne sais pas quels sont les objectifs de Benjamin Netanyahou, parce qu'il y a une partie aussi, il faut le dire, politique pour lui.
d'une certaine façon, faire la guerre, c'est un peu le vélo qui roule tant qu'il fait la guerre. Alors, je pense qu'il a raison de le faire contre l'Iran en ce moment, mais voilà, entre les intérêts personnels de Benjamin Netanyahou sur le plan politique, il est passé à 2 doigts, à 1 voix, je crois, de la dissolution de la Knesset et la conduite de la guerre. Il y a tous ces éléments qui s'interrogent. Juste une chose, il y a un pays qui n'est pas content du tout ce soir, c'est la Russie. Ouais. C'est la Russie alliée de l'Iran. Charles Anderlin dit souvent qu'il y a derrière le gouvernement Netanyahou une sorte d'ambition messianique. On a vu Benjamin Netanyahou au mur des lamentations la veille de cette opération. Est-ce que vous arrivez, Jean-Yves Le Drian, à décrypter les intentions de Benjamin Netanyahou? C'est-à-dire qu'il s'est attaqué à plusieurs fronts en même temps. On le voit, cette fois-ci, il s'attaque directement à l'Iran. Est-ce que c'est un pas de plus vers ce qu'il souhaite au fond? Sur tous les sujets qui sont en cours, à un moment donné, il faut une fin. Il faut une sortie qui ne peut être que politique. Sur la crise de Gaza, à un moment donné, non seulement il faut un cessez-le-feu, mais il faut un processus politique. Sur ce qui vient de se passer et sur la crise iranienne et sur la nécessité d'empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire, objectif que je partage, à un moment donné, il faut une fin, une discussion. Il faut parler avec quelqu'un. Or, pour l'instant, je ne vois pas le début du commencement de ce que recherche Benjamin Netanyahou à ce sujet. Je trouve qu'il y a une forme de complaisance dans la guerre, comme si la guerre pouvait être éternelle. C'est pas notre point de vue, c'est pas le point de vue du président de la République qui s'est exprimé ce soir là-dessus. À un moment donné, il faut parler. À un moment donné, il faut une réponse politique. Et pour l'instant, je ne vois pas le début du commencement de cela. L'Iran, à l'instant, rejette les appels au calme demandés par la communauté internationale. La question qui se pose, Jean-Yves Le Drian, ce soir, c'est vous faites des appels à la diplomatie. L'Union européenne l'a dit, la seule voie claire, c'est la diplomatie. Ce soir, est-ce que face à des régimes qui font preuve de dérive autoritaire ou qu'ils soient des régimes autoritaires, est-ce que la diplomatie a encore une force sur la scène internationale? Figurez-vous, ça a déjà marché. En 2015, ça a marché. Avec un Iran qui était beaucoup plus pimpant qu'aujourd'hui, beaucoup plus en force. Ça a marché. La diplomatie, ça marche, à condition de l'utiliser, d'en faire un outil de discussion et en même temps de respecter l'ensemble des partenaires. Les déclarations du guide suprême, apocalyptiques comme d'habitude, ne sont pas du tout une déclaration de ce qui va se passer dans les jours qui viennent obligatoirement. Il y a une projection considérable de mobilisation apocalyptique, je crois que je n'ai pas d'autres mots qui sont l'habitude de ce type de déclaration. Mais sur la réalité, à un moment donné, il faut se parler. Troisième salve de missiles sur le territoire israélien à l'instant. Hillel, on vous retrouve. Vous êtes toujours dans l'abri avec vos amis qui étaient venus dîner ce soir avec vous. Tout à fait. Comme vous voyez, voilà, ça commence à être un peu à l'étroit. On vient d'entendre des booms. Donc il y a une troisième salve de missiles qui a été envoyée par les Iraniens. Voilà. Bon, un peu inquiet, mais en même temps, que peut-on s'attendre d'une des pires tyrannies de cette planète? Donc il y a un moment donné aussi, on sait que de bonnes choses sont faites, peut-être que cela permettra au peuple iranien de se relever et aux démocrates iraniens de reprendre le pouvoir. Merci Hillel, on reviendra vous voir tout au long de cette soirée. Jean-Yves Le Drian, vous avez vu cet appel entre Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou. On ne pouvait pas dire que leur relation était au beau fixe. Pourtant, est-ce que Emmanuel Macron a un rôle à jouer par rapport aux Américains? Les Américains ont voulu prendre le lead sur ces négociations sur le programme nucléaire iranien. Est-ce que Emmanuel Macron peut créer ce sursaut de cette voie européenne? Sur la relation entre le président Macron et le Premier ministre Netanyahou, oui, il y a des désaccords qui s'étaient envenimés au cours des derniers mois, mais sur un sujet aussi central que l'intégrité territoriale d'Israël, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Et il n'y en aura pas. Donc lorsque cet État, Israël, est attaqué, on doit faire en sorte de le soutenir de différents moyens, mais de l'affirmer très solennellement, comme l'a fait le président Macron tout à l'heure. Pour la suite, je pense qu'au-delà de la personnalité du président de la République, c'est aussi l'ensemble des Européens qui doivent revenir dans le jeu.
parce que, il a d'ailleurs dit dans son intervention, ils étaient dans le jeu en 2015. Ils ont apporté à la fois leur capacité diplomatique et leur capacité d'expertise. Il faut qu'ils reviennent dans le jeu et peut-être que c'est une manière de sortir que de faire en sorte que la négociation indispensable à un moment donné puisse s'ouvrir sous les mêmes auspices que ce qui existait en 2015, où je rappelle, il y avait et les Russes et les Chinois qui étaient partie prenante. J'ai participé moi-même aux négociations d'application de cet accord de 2015. Ils étaient tous autour de la table et on avançait. N'y a-t-il pas un risque, justement, que la Russie vienne en aide à l'Iran, comme l'Iran est venu en aide à la Russie? Moi, je ne l'ai pas senti. Je pense que la Russie a beaucoup à faire déjà. Et j'ai vu aussi les déclarations du porte-parole du Kremlin, qui étaient finalement relativement neutres, même s'il condamnait l'escalade. Il faisait état du fait que le président Poutine était préoccupé. C'est la moindre des choses. Mais ça n'a pas été plus loin pour l'instant. Je souhaite vraiment que l'axe qui commençait à se dessiner sur des équipements militaires entre la Russie et l'Iran et inversement puisse se bloquer là, en sachant que dans l'histoire, là, entre la Russie et l'Iran, il y a beaucoup de passifs. Donc je ne crois pas qu'il y aura là un risque. Je ne le vois pas. Vous croyez à la désescalade ce soir quand vous voyez ces images? Non, je pense qu'il y a une guerre, avec tout ce que ça signifie. On ne sait pas, quand une guerre commence, comment elle évolue. Il y a toujours des risques. Il y a des risques qu'elle ne soit plus maîtrisée. Il y a des risques de dérapage, y compris d'interventions qu'on n'attendait pas qui vont venir. J'ai donné l'exemple de la Russie. Je ne suis pas un oracle dans ce domaine-là, mais je pense que ça ne sera pas le cas, mais peut-être que ça le sera. Bref, et il y a aussi le fait d'évaluer la réalité militaire de l'Iran. Ça, c'est un point d'interrogation. Il y a eu des moments où on a surestimé considérablement la puissance de l'Iran, des moments où on l'a sous-estimé. Et là, la vérité de la situation est assez confuse pour l'instant et on ne sait pas non plus quelle va être la logique stratégique que vont développer les Iraniens. Il semble que là, ils sont plutôt centrés sur les attaques sur Israël. Est-ce que ça va durer? Est-ce qu'ils ont les moyens de poursuivre? Je n'en sais rien, mais quand on est en guerre, il faut toujours prévoir le plus difficile et le plus dramatique. Après les attaques au beeper du Hezbollah, notamment après cette attaque sur le programme nucléaire iranien, on a souvent entendu, mais en fait les Israéliens font le sale boulot pour d'autres pays qui voudraient voir ces entités détruites. Que répondez-vous à ça? Je pense que les Israéliens ont d'abord, dans leur combat là en particulier, la volonté collective, et je suis constaté très unifié, d'assurer la sécurité de leur propre territoire. Je n'interprète pas autrement. Est-ce que la voix d'Israël est encore entendable après ce qu'il se passe à Gaza? Je n'ai malheureusement pas le temps de commenter tout cela, mais autant je suis extrêmement ferme sur cette nécessité d'empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire et de condamner les attaques qui se passent en ce moment, autant sur Gaza, j'estime que les Israéliens jouent contre leur camp et que Netanyahou prépare, dans la manière dont il gère la situation à Gaza, des lendemains extrêmement douloureux pour son peuple. La guerre perpétuelle n'est pas une logique politique. L'élimination progressive, potentielle, affichée pour certains, d'une partie de la population palestinienne à Gaza n'est pas acceptable. On a passé par le fait qu'on refuse l'aide humanitaire, on refuse l'aide sanitaire à près de 2 millions d'habitants, on a passé le cap de l'acceptable. Israël, qui était un pays qui, pour moi, représentait la démocratie, les droits humains, le respect de l'homme, aujourd'hui est, à mon avis, en faillite morale sur ce sujet. Et ça aura des conséquences de longue durée, peut-être plus importantes et plus graves que ce qu'on vit aujourd'hui. Sauf si, profitant de cette situation, un cessez-le-feu intervienne, qu'on revienne aux bases du cessez-le-feu du mois de mars, qui a été arrêté par l'initiative israélienne, et que l'on se mette autour de la table pour prévoir la solution à 2 États, qui me paraît la seule solution possible. Merci beaucoup Jean-Yves Le Drian d'avoir été notre invité ce soir. On va tout